Bienvenue dans ce nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler nutrition, on va parler prise de masse musculaire, on va parler échauffement, comment faire un bon échauffement, comment bien l'organiser. Je vais vous donner tous mes secrets, quasi tous mes secrets. Et ensuite on va parler barre versus haltère. Quel est le meilleur outil? Doit-on utiliser des haltères ou alors des barres lorsqu'on fait nos exercices comme le développé couché, nos exercices de tirage? Je vais vous donner mon avis nuancé sur le sujet parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération. Donc restez bien connectés jusqu'à la fin de l'épisode. On va commencer par les news de la semaine. Et pour les news de la semaine, eh bien les amis, on va commencer par le programme Mentorship. Il reste moins de 10 places, 10 inscriptions qui sont là encore une fois pour la 10e saison de mon programme Mentorship. On commence le 7 avril officiellement. Je vous le dis, ça part très vite. Il reste 2 semaines, les amis, pour rejoindre l'équipe. Donc, ne tremblez pas, don't tremblez. Si vous voulez ramener votre carrière au next level, c'est le programme. Donc, les gars, le lien est dans la description, dans ma bio Instagram. Envoyez-moi un message en privé si vous avez des questions particulières. Autrement, on a encore une offre jusqu'à la fin du mois de moins 50% sur 2 programmes. Le programme hybride physique et le programme pieds et chevilles bulletproof. Vous retrouverez également le lien dans la description. Donc, allez checker tout ça. Autrement, pour les autres news, les amis, c'est officiel, c'est la fin du CrossFit. Le CrossFit est officiellement dead. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi un peu l'histoire, le CrossFit, c'est le sport qui a explosé il y a plusieurs années, en 2010, aux États-Unis. C'était vraiment le gros truc. Et ça commence à descendre un peu en popularité, gentiment, parce que c'était une nouvelle trend. Dans le fitness, c'est comme ça. Il y a toujours une nouvelle trend, il y a toujours une nouvelle modalité, un nouveau sport qui se crée, mais ça dure jamais vraiment longtemps. On va donner les crédits quand même au bodybuilding qui, eux, sont arrivés avec la Golden Era de Schwarzenegger. Et les gars, ils sont toujours là. Ils sont toujours au top. Il faut qu'on se le dise, le monde du bodybuilding, ça reste quand même la modalité dominante, on va dire, dans l'industrie du fitness. Quoi qu'il en soit, pour revenir au CrossFit, très populaire, ça descend un peu en popularité aux États-Unis, mais ça reste quand même populaire et ça vient en Europe. Et relativement tard, ça vient en Europe. Pour vous dire que, encore une fois, il y a encore 2 ans, en France, tout le monde ne parlait que de CrossFit. Le CrossFit, c'est le meilleur truc, etc. Bref, donc un deuxième élan, mais entre-temps, il y a eu pas mal de péripéties. Le CEO de CrossFit, je ne me rappelle plus son nom maintenant, il s'est retrouvé un peu dans des situations complexes, dans des sauces comme disent les jeunes, parce que il avait commenté sur George Floyd lorsqu'il était décédé. Il avait dit des trucs, il avait été accusé aussi, je crois, je sais pas si c'était de viol ou un truc comme ça, mais bref, des accusations un peu sexuelles qui étaient tabous. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais bref, le CrossFit a pris une grosse claque et à ce moment-là, il a décidé de step down et ils avaient déjà, je crois, vendu la société à une autre entreprise, une autre société qui, bref, a décidé de prendre le relais en se disant le CrossFit c'est quand même un truc là, on peut encore faire de l'argent. Effectivement, le CrossFit faisait énormément d'argent avec leur CrossFit Games, mais surtout avec leur box qui était affiliée. Pour avoir le nom CrossFit, cette entité CrossFit dans votre salle que vous retrouvez dans toutes les villes du monde, eh bien il fallait payer. Je crois que c'était une somme de 4000 et quelques dollars par année. Donc ça reste une somme qui était très conséquente. Ils avaient des milliers et des milliers et des milliers d'affiliés. Bref, suite à ces événements avec le CEO, il y a plusieurs affiliés qui sont détachés de l'enseigne CrossFit. Et récemment, il y a eu un événement qui était tragique parce que lors d'une compétition de CrossFit, eh bien, il y a un athlète qui est décédé. J'en ai parlé dans l'un des podcasts. Et bien entendu, tout le monde était outré parce que il n'y a pas eu vraiment de considération envers la famille de l'athlète, envers les athlètes, parce qu'au final, ils n'étaient pas protégés. Tout n'était pas mis en place correctement d'un point de vue sécurité. Bref, c'est malheureux. Les gens n'ont pas kiffé la façon dont ils ont géré la situation. Du coup, encore plus de personnes qui se sont désaffiliées. Tout le monde est frustré. En plus de ça, en parallèle, t'as les compétiteurs, t'as le cousin Aerox, soit le cousin qui t'aime pas trop au scred et qui vient, bam, il prend le relais. Les gars, là, ils sont en train d'essayer de vendre désespérément la marque parce que c'est la fin. C'est la fin du CrossFit, les amis. Et je suis pas content, je suis pas mécontent, enfin ça me fait ni chaud ni froid pour être honnête avec vous. Pour moi, je le savais. Ça fait longtemps que je le dis depuis le début du CrossFit où c'était pas soutenable selon moi. Je vais vous dire pourquoi c'était pas soutenable. Bien entendu, là il y a eu des affaires politiques qui sont rentrées en jeu, mais la mort de ce dernier athlète, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On essaie à chaque fois de réinventer la roue, de rendre le truc un peu plus farfelu, un peu plus compliqué, sans vraiment de vraie structure. Toujours juste pour... On veut rendre simplement les watts de CrossFit
plus compliqué, à chaque fois plus difficile, plus compliqué, ça n'a pas de sens, sans queue ni tête. Et malheureusement, c'est là où on se retrouve avec énormément de blessés, avec des situations à risque. Et là, effectivement, on s'est retrouvé dans une situation, et bah, les gars, il n'est pas de retour, le gars est décédé. Je suis même étonné que ce ne soit pas arrivé avant. Donc voilà, il s'est noyé parce que tu fais faire un sprint, le gars il est mort, tu le mets dans l'eau. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Et ça vous montre encore une fois, là ce que je cherche à illustrer à travers un propos, l'importance de pas brasser du vent, faire les choses de manière organisée, savoir exactement ce qu'on fait, pourquoi on le fait, avec un objectif bien précis et pas dans le but de simplement fatiguer pour fatiguer. Ça, c'est ce que j'ai toujours détesté dans le CrossFit. J'ai toujours retrouvé ce manque d'organisation, ce manque de cohérence dans la programmation et encore une fois, ce principe de chercher à fatiguer pour fatiguer. Bref, moi, ça m'a fatigué et j'ai vraiment pas aimé le tout. Donc voilà, malheureusement, il y avait des trucs très bien à prendre. Il faut leur donner les crédits. C'est le CrossFit qui a mis à jour le monde de l'haltérophilie, qui a poussé les femmes à lever de la charge, parce qu'il faut qu'on se le dise, à l'époque, eh bien les femmes, elles étaient un peu réticentes à l'idée de lever des poids, et là on a vu que vraiment le côté force, ça a été le côté dominant du CrossFit. Ils ont ramené énormément de bons trucs, et malheureusement ça venait avec les mauvais côtés. Je pense que l'Aerox va faire un meilleur travail par rapport à ça, donc on verra ce qu'il en adviendra. Mais c'est mon message ici à tous mes collègues. Ne restez pas coincés dans ces modes. Parce qu'aujourd'hui c'est là, demain ça ne l'est plus. Si on vous connaissait comme le coach de CrossFit, vous êtes qui maintenant? Ok? Donc, si vous vous connaissez les principes clés, vous êtes attaché à ces principes clés, eh bien, vous n'êtes pas dépendant de quelconque tendance. Donc, petit message ici encore une fois qui vient du cœur en espérant que ça pourra vous aider. Sinon, il y a une nouvelle étude concernant les séries longues et les séries courtes. On en a parlé dans un des derniers épisodes. Je vous invite à aller checker tout ça. C'est un débat qui est continuel dans l'industrie, je dirais très prédominant dans l'industrie francophone. Est-ce qu'il faut faire des séries courtes et des séries longues? J'ai donné mon point de vue la dernière fois, mais cette dernière étude vient confirmer ce que je vous ai dit. J'essaie d'apporter à chaque fois un aspect nuancé où je vous donne tous les éléments, à chacun ensuite de se positionner. Et souvent, eh bien, comme je le dis, ce n'est pas un et. Ce n'est pas un ou, pardonnez-moi, c'est un et. On n'a pas à faire un truc ou l'autre truc, c'est on fait un truc et l'autre truc. On doit savoir organiser le tout de la meilleure des façons. Et dans cette nouvelle étude, eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cherché à tester deux groupes. Un groupe qui faisait des séries modérées avec environ 12 répétitions et un autre groupe qui faisait des séries longues avec 30 et plus de répétitions en ciblant les ischio-jambiers. Et ce qu'ils ont observé, c'est que les deux groupes ont observé, donc ont eu des gains hypertrophiques, c'est-à-dire qu'ils ont pris du muscle, quelque chose qui était mesurable, mais ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y avait une différence dans la région des muscles qui étaient hypertrophies qui ont été développées. Donc on a observé une hypertrophie régionale. Pour ceux qui participent à mon programme Mentorship, au séminaire, vous savez de quoi on parle. Je parle de ça depuis des années. L'hypertrophie régionale, c'est un truc, il faut savoir maîtriser le tout. Et dans mon podcast, eh bien, quand je parlais des séries longues et des séries courtes, ce que je vous disais, c'est que on peut biaiser le signal sur certaines fibres musculaires. On va hypertrophier plutôt certaines fibres musculaires, certaines fibres dites lentes et d'autres fibres rapides en fonction de l'intensité que l'on va utiliser. Effectivement, certains de ces muscles au sein de groupes musculaires comme les ischio-jambiers vont être composés peut-être de plus de fibres musculaires de type lente ou rapide. Et donc, en fonction des rangées de répétitions qu'on va utiliser, série longue, on va hypertrophier plutôt cette région-là, ou série courte plutôt l'autre région. Et ça vient tout simplement illustrer les propos que je tenais la dernière fois et que je tiens depuis des années maintenant, avec une étude en plus qui vient illustrer le tout. Donc très intéressant encore une fois, allez checker l'épisode. Sinon les amis, passons à la première question nutrition du jour que j'ai trouvé très intéressante. On pose la question, on m'a dit salut Kevin, j'espère que tout va bien de ton côté. Ma question concerne la nutrition. Doit-on être dans un surplus calorique pour prendre du muscle? Alors, on va essayer de faire le petit historique encore une fois pour vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir ici. Souvent, lorsqu'on vous dit de prendre du muscle, c'est très connu dans l'industrie, enfin dans la musculation, ceux qui font de la musculation, qui sont axés bodybuilding, esthétique, on fait soit des cotes, okay, des phases de coating, on va chercher à perdre le gras qu'on a accumulé pour qu'on voit nos muscles et qu'on soit bien sec. Et il y a des phases, les fameuses phases de bulking, les bulking phases. Et j'ai déjà critiqué ça maintes et maintes fois où on exagère le surplus calorique, c'est-à-dire qu'on prend tellement de masse et qui est de la masse grasse
que voilà, c'est pas intéressant, on devient simplement gros en espérant que ce surplus calorique va mener à une prise de masse musculaire accélérée, mais ce n'est pas le cas parce que on a un processus que l'on doit différencier et je vais m'attarder sur ça encore une fois dans cet épisode rapidement. Quoi qu'il en soit, eh bien, une fois qu'on comprend ce contexte, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes professionnelles, bodybuilders, etc., nous ont recommandé pendant des années d'utiliser des surplus caloriques, c'est-à-dire consommer plus de calories que ce que notre corps dépense au quotidien. Et de cette façon-là, ce serait la seule façon pour prendre du muscle. Et vraiment, il y en a qui sont très religieux là-dessus. Et ce que j'ai cherché à illustrer pendant des années, c'était que effectivement, il fallait éventuellement être dans un surplus calorique, mais ce que je disais, c'est qu'on peut être en maintenance. Et là, je vais rajouter un petit truc que je n'ai jamais dit jusqu'à maintenant parce que je m'étais jamais vraiment fait la réflexion. Alors, mon discours a été de dire à chaque fois, ok les gars, tu peux prendre du muscle lorsque tu es en maintenance calorique et tu peux prendre du muscle lorsque tu es en surplus calorique, mais le surplus doit être très léger, ok? En général, autour des 100 à 200 calories, c'est ce qu'on va recommander. J'aime utiliser des pourcentages parfois, mais si je venais à donner une règle, générale, une ligne directrice, 100-200 calories, c'est intéressant d'utiliser le tout et avec des cycles bien précis. J'ai fait plusieurs épisodes là-dessus. J'aurai l'occasion de m'attarder un peu plus sur tout ça. Mais sur des cycles de 3 semaines, tu augmentes de 100 à 200 calories, 150 en moyenne, eh bien ça va le faire. C'est représentatif d'un certain gain musculaire que tu pourrais avoir. Maintenant, il y a plusieurs questions auxquelles on doit répondre. Et la prochaine question qui vous vient en tête, je vous ai expliqué le concept du surplus calorique et le déficit calorique. Donc à l'opposé, c'est de créer cet écart entre ce que l'on consomme et ce que l'on dépense. On va donc taper dans nos graisses et on va donc perdre du gras. C'est ce qui va nous permettre de sécher. Maintenant, la deuxième question qui vient en tête, c'est est-ce qu'on peut prendre du muscle lorsqu'on est en déficit calorique? Je vous ai dit oui, quand on est en maintenance, on peut prendre du muscle. Et lorsqu'on est en surplus calorique, eh bien, on prend du muscle également. Ça, c'est très connu. Maintenant, lorsqu'on est en déficit calorique, il y a plusieurs écoles, des gens qui vont dire oui, il y a des gens qui vont dire non. Et la réponse officielle, c'est oui. Il y a plusieurs études qui montrent le tout sur des élèves, des athlètes, pardonnez-moi, qui sont confirmés, des gens qui sont débutants, des gens qui ont une expérience qui est modérée. Vraiment, aujourd'hui, on en a pour tous les goûts, c'est prouvé. On peut prendre du muscle lorsqu'on est en déficit calorique. Mais il y a plusieurs éléments qui sont clés ici, donc il faudra tout retenir. Et pourquoi c'est important que je le mentionne? Je le mentionne parce que il est important de distinguer le processus de prise de muscle qui est signal dépendant et le processus de perte de gras qui est énergie dépendant. Et vraiment, il faut distinguer les deux. Et on comprend cette différence lorsqu'on comprend que l'on peut prendre du muscle même en déficit calorique. Pour prendre du muscle, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut envoyer un signal. Et ce signal, ça va être notre entraînement de résistance. On fait de la muscu, pam, on a envoyé ce signal, le corps comprend, il dit hey, j'ai compris, tu m'as envoyé le message pour que je construise plus de muscles. Mais pour que je construise plus de muscles, à présent, j'ai besoin des outils nécessaires pour construire le muscle qui sont l'apport, qui sont les protéines. Donc l'apport en protéines est très important ici. Vous amenez le signal plus l'apport en protéines, pam, le corps sait exactement quoi faire pour prendre du muscle indépendamment de l'état d'énergie dans lequel votre corps se trouve, qu'il soit en déficit, qu'il soit en maintenance ou alors qu'il soit en surplus. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, j'en reviens au tout début de ce que je disais. Quand vous faites, les gens confondent la vitesse à laquelle on peut perdre du gras et la vitesse à laquelle on peut prendre du muscle. Pour perdre du gras, ça peut aller très rapidement en fonction de la grandeur du déficit que l'on va créer. Si on crée un déficit de 1000 calories par jour, eh bien, on mange très peu et très rapidement, on va perdre du gras. Ceci étant dit, si vous rajoutez 1000 calories par jour, en espérant que ces ressources d'énergie en plus vont vous permettre de construire du muscle, eh bien, c'est faux. Pourquoi? Parce que ces ressources d'énergie que vous apportez en plus à votre corps ne sont pas directement liées à votre construction musculaire. Je l'ai dit, la construction musculaire est liée directement au signal que vous envoyez et à votre quantité de protéines. Il faut avoir une certaine quantité. C'est tout. Tout l'excédent de quantité que vous avez donné à votre corps va être stocké sous forme de gras, sous forme de graisse dans votre corps. Donc quand vous comprenez ça, les gars, c'est très important de comprendre qu'en fait le surplus, c'est surcoté. Et en vrai, le surplus que vous rajoutez de 100 à 150 calories en moyenne que je vous disais par bloc d'entraînement,
d'entraînement, eh bien, au final, et c'est la réflexion là que je voulais mentionner, eh bien, c'est que ce n'est que votre nouvel état de maintenance. Et c'est très important de le comprendre. Quand vous rajoutez ce surplus au final de 150 calories qui est très conservateur, eh bien c'est simplement pour vous ramener à votre nouvel état de maintenance. Parce que quand vous construisez du muscle, figurez-vous que vos muscles sont métaboliquement actifs. C'est-à-dire qu'au repos, ils consomment de l'énergie, ils consomment des calories. Et nous, ce qu'on aimerait éviter, c'est d'être dans un déficit calorique tout de même, parce que si tout n'est pas optimisé, on perd quand même un certain pourcentage de muscles. On peut en construire certes, mais on en perd également. Lorsque vous créez un déficit calorique, vous allez taper dans vos graisses. Si vous faites les choses bien, à 90%, vous allez taper dans vos graisses, à 90%, et 10% dans vos muscles uniquement. D'accord? Ça, c'est si vous faites les choses bien, des bons entraînements de muscu et que vous consommez assez de protéines. Si vous ne faites pas les choses bien, ce ratio va changer, vous allez perdre plus de muscles et voilà, une quantité de muscles et de graisse qui va être équivalente. Par conséquent, on veut simplement s'assurer qu'on est toujours en maintenance en rajoutant ce léger surplus calorique. J'espère que ça fait sens ici, ce que je viens d'expliquer. C'est assez complexe, mais en gros, l'idée, c'est que pour prendre du muscle, garder un beau physique toute l'année, ce que vous voulez faire, c'est chercher à rester en maintenance. Et cette maintenance, elle va tout simplement évoluer dans le temps, vu que vous allez prendre du muscle, eh bien, vous allez devoir l'ajuster à la hausse. Une quantité de calories en surplus qui est très légère, pour s'assurer qu'on n'est jamais en déficit. Par conclusion, ou pas concluons ici, eh bien, la meilleure façon de prendre du muscle, de rester sec toute l'année, c'est de rester en maintenance et de viser graduellement, chaque bloc, je dirais chaque 3 à 4 semaines, ce léger surplus calorique, de façon à ne jamais tomber dans le déficit et de façon à ne jamais prendre des excédents de gras. Donc les amis, j'espère que j'ai répondu à votre question ici. Tout a été expliqué de la meilleure des façons, selon moi, du moins. J'espère que ça vous servira grandement. Ne compliquez pas les choses, croyez-moi. Si vous êtes déjà en surpoids, commencez par perdre ce poids avec ce déficit calorique. Une fois que vous avez atteint un corps qui vous plaît, ok, je m'attarde sur la prise de masse musculaire. J'ai pas besoin de me tuer à essayer de me goinfrer, etc. Les gars, la maintenance et laisser le temps faire les choses, ça prend du temps. Ça prend du temps de prendre du muscle. C'est comme ça, vous ne pouvez pas l'accélérer. Ce que vous pouvez faire, c'est faire les choses bien, envoyer le bon signal et fournir les aliments nécessaires. Et je parle ici de protéines pour construire du muscle. C'est la seule chose qui est importante à garder en tête. Venons-en maintenant au deuxième sujet. On va parler de l'importance des warm-up. Parce que j'entends beaucoup de choses, encore une fois, dans l'industrie concernant les warm-up. Est-ce que les warm-up, c'est surcoté? Est-ce que les warm-up, c'est sous-coté? Il y a certaines recherches sur le sujet qui nous permettent de tirer certaines conclusions, mais selon moi, encore une fois, c'est mal comprendre l'importance des warm-up. Encore une fois, on doit faire un petit historique des choses. Quand tu es jeune, tu commences la musculation, eh bien tu t'en sors sans warm-up, tu t'en fous, tu te dis ah, allez, j'y vais, je me chauffe même pas, et bam, on s'en sort bien. Et du coup, on part déjà avec cet état d'esprit en se disant ouais, c'est bon, j'ai pas besoin de warm-up, c'est pas si important, je suis performant. Ok. Croyez-moi, les amis, ça ne dure pas. Plus vous allez vieillir, plus vous allez sentir l'importance des warm-up. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le warm-up, dans un premier temps, c'est très individuel. Certains en ont besoin plus que d'autres. Chez les athlètes de haut niveau, c'est pareil. Certains ont besoin de passer plus de temps à s'échauffer que d'autres. Et parfois, c'est compliqué. Ça demande vraiment il faut tâter le terrain un peu. Il faut tester, il faut voir où on en est. Pour certains, si vous passez trop de temps dans cette partie du warm-up, de l'échauffement, eh bien, ça risque de porter préjudice à la partie performance, là où on arrive à notre pic, où on arrive au sommet et on doit fournir un maximum d'énergie. Donc, ça va dépendre de vous. Je vais vous inviter vraiment à explorer pour chaque individu de façon à vous connaître le mieux possible. Moi, je sais avec certains clients, hey, on doit passer plus de temps. Je dois rajouter encore 20% en plus de temps sur le warm-up pour que le client se sente bien. Et je vais vous donner un petit indice comme ça à garder en tête qui pourrait vous servir éventuellement et qui va vous dire, ok, je passe pas assez de temps à l'échauffement. Quand vous faites votre échauffement, et ensuite on va s'attarder sur tous les détails qui sont importants à garder en tête. Mais ça, déjà, à 100%, je peux vous le dire. Si vous faites vos premières séries de travail, vous faites votre première série et vous sentez que ah, en fait, j'aurais pu rajouter plus de poids. Imaginons que dans votre programme d'entraînement, c'est écrit faites 4 séries de 8 à 12 au développé couché. Vous avez fait votre série d'échauffement. Au final, vous partez pour la première série de travail. La première série qui devrait être effective. Et là, vous faites votre série. Bam, tu poses et tu dis ah non, j'aurais pu mettre plus. Et là, tu mets plus.
et pam, là tu fais encore une série, pam, la deuxième série, éventuellement c'était le bon poids, ou éventuellement tu dis ah je peux mettre plus. Et ce n'est qu'à partir de la troisième série, pam, que tu dis ah ouais, là je suis bien, je suis dans le 8 à 12 et c'est le bon poids pour rester dans le 8 à 12. Concrètement, ce que tu as fait, c'est que tu as gaspillé 2 séries. Les 2 premières séries, tu t'es arrêté sur du 8 à 12, mais tu ne les as pas validées. Et pourquoi tu ne les as pas validées? Parce que le signal qui est important pour construire du muscle, c'est de se rapprocher de cet échec. Si tu es resté dans le 8 à 12 et que tu aurais pu rajouter plus de poids, c'est que le poids, enfin c'était que l'intensité n'était pas assez cohérente pour envoyer ce signal de construction de muscle. Donc les gars, c'est comme ça, vous avez raté 2 séries. Vous rajoutez du poids sur la barre, mais ok, c'est très bien, mais c'est pas validé. Ok. Donc avec mes clients, comment ça fonctionne? On doit faire en sorte de s'assurer que l'échauffement est fait de la meilleure des façons. Et comme ça, quand on choisit, on commence avec notre série de travail, c'est notre série de travail garantie que hey, c'est le bon poids qu'on a sélectionné et c'est le poids de travail. Et toutes les séries sont validées. Si on part sur 3 séries, 4 séries, c'est les 4 séries toujours avec le même poids. On ne monte pas de poids au fur et à mesure des séries. Parce que ça n'a pas de sens selon moi de faire ça. Pourquoi je rajouterais du poids? Ça voudrait dire qu'au final, les séries que j'ai fait auparavant, eh ben, j'en avais encore dans le réservoir. Et si j'en avais encore dans le réservoir, j'ai pas construit les qualités ou les tissus que je voulais construire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc très important ici de garder ça en tête. Passez plus de temps à l'échauffement. Comme ça, vous allez valider toutes vos séries et toutes vos séries vont accumuler des répétitions qui sont effectives et qui vous permettent de construire du muscle, construire de l'endurance, construire de la vitesse, peu importe la qualité que vous cherchez à développer ici. Donc, déjà, venons-en à la science de l'échauffement parce qu'il y a toute une science que j'entraîne et que j'enseigne dans le programme Mentorship étape par étape. Je ne vais pas tout vous donner ici parce que c'est trop long ici, bien entendu, mais je vais quand même vous donner le gros de ce qu'il faudrait garder en tête. Déjà, moi, j'appelle pas ça l'échauffement. J'appelle ça la préparation. Parce que c'est composé de plusieurs étapes. J'aime le structurer d'une bonne façon pour que rien ne soit négligé. Que chaque aspect puisse être optimisé avant même de passer à l'entraînement, la première partie de l'entraînement. Et si tout est optimisé, eh bien, quand j'arrive au début de l'entraînement, déjà, je suis bien. Et surtout, quand j'arrive au pic de l'entraînement, là où je dois fournir un maximum d'énergie, eh bien, je sais que je suis à mon max. Là, je suis à mon max, il n'y a rien qui va me faire douter que je suis à mon max. Et je sais que là, je vais vraiment avoir des résultats. Donc, dans mon échauffement, appelons ça la préparation, parce qu'on va utiliser le langage K-Swiss, parce que l'échauffement, souvent, je ne vais même pas m'attarder là-dessus, parce que je trouve ridicule. On associe ça à s'échauffer sur un vélo ou courir 15 minutes. Mais c'est pas assez. On court 15 minutes, on a transpiré un petit peu, on a monté notre température corporelle. Dans le pire des cas, on s'est fatigué pour rien. Ça sert à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est préparer son corps au maximum, encore une fois, rappelez-vous, pour être prêt à n'importe quel contexte, n'importe quelle situation et plus précisément au contexte dans lequel on va se retrouver durant la partie A à la dernière partie de la séance. Donc, ma partie préparation va toujours inclure une mobilisation articulaire. Je vais ramener toutes mes articulations partout dans l'espace. Comme ça, j'aurais dit à mon système nerveux, tu vois, tu as été déjà éveillé un peu partout. Tous les mécanorécepteurs de mon corps, donc tous ces neurones qui sont censés donner un signal, peu importe où vous êtes dans l'espace à votre cerveau, ils sont activés. J'ai déjà ramené mes tissus dans ces positions où ils sont étirés, dans ces positions où ils sont raccourcis. Ils ont déjà accumulé un peu plus d'expérience. Ça, c'est une partie qui est très importante. Ensuite, on va avoir une partie qui va inclure du travail articulaire un peu plus spécifique. Avec mes athlètes, j'utilise légèrement différemment qu'avec la population générale. Mais là, on va inclure du travail articulaire avec des intensités qui vont être un peu plus élevées que la première partie mobilisation articulaire. J'aime inclure également du stretching dynamique dans cette partie-là. Et là, où je vais chercher à étirer mes tissus, toujours avec une composante active quand même. Donc, on ne cherche pas juste à tenir une position d'étirement et de stretch, mais je vous donne un exemple simple. Juste ramener vos fléchisseurs vers l'avant, fléchisseurs de hanche, donc vos hanches vers l'avant, pensez à ça en ayant un genou au sol. Ensuite, je viens vers l'arrière où j'étire mes ischio-jambiers plusieurs fois. Je rajoute un peu l'élément vitesse. Je rajoute l'élément fin d'amplitude de mouvement. Ok, je fais ça pour les adducteurs, pour le bas du corps. Je peux faire ça pour le haut du corps, etc., etc. Ok, j'ai déjà expérimenté ce stretch un peu plus poussé que quand je le faisais uniquement activement durant ma mobilisation articulaire. Bam, déjà là, je me sens bien. Déjà mon corps là, il se dit, là je peux aller partout dans l'espace. Ok, maintenant on en vient à inclure un peu plus de mouvements lestés, disons ça comme ça.
On va chercher à ramener un peu plus d'afflux sanguin au niveau des muscles que l'on va solliciter. Si c'est les quadriceps qu'on va solliciter après, les fessiers, ben, je vais inclure des exercices, des patterns de mouvement qui vont solliciter ces muscles-là. Et pam, là, j'amène cet afflux sanguin. C'est là où j'aime bien rajouter peut-être des exercices qui vont chercher à simplement faire un peu de pump, ok? Je sens un peu le pump. La règle d'or, c'est de ne rien ramener à l'échec et de ne pas être surfatigué. Et si on fait le tout bien, on arrive à agencer ces exercices de façon à ce qu'on ait notre rythme cardiaque qui monte également un petit peu, ok? On rajoute du mouvement dans l'espace, on rajoute cet afflux sanguin, pam, un peu de coordination motrice pour que ça ressemble plus ou moins à l'exercice qu'on va faire par la suite principal ou les exercices que l'on va voir par la suite. Et là, encore une fois, meilleur de tous les mondes. Là, j'ai un bon échauffement, j'ai une bonne préparation qui est bien faite. Je n'ai rien négligé, mais il reste un aspect encore une fois. Et le dernier aspect, eh bien, est un aspect qui est très important, principalement si vous faites de la performance. Là, si on va chercher à booster votre système nerveux. Vous voyez, votre système nerveux, là, à la fin de la préparation, de ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant dans les grandes lignes, parce que c'est beaucoup plus détaillé, si je viens à m'attarder sur tous les détails, c'est un épisode en entier, peut-être qu'on fera ça. Sinon, shameless plug, programme mentorship. Eh bien, ce qu'on va chercher à faire là, c'est de dire, tu vois, mon système nerveux là, il est bloqué à 80%. J'ai envie de le ramener à 95%, je dois le booster. Et c'est ce que j'appelle le boost du système nerveux. Et là, je vais inclure quelques exercices, peut-être 1, 2, maximum 3, ça va dépendre de comment on va agencer le tout. Mais en général, ça va être 1 à 2 exercices. Et là, je vais donner de l'intention au maximum. Ça va être un saut, ça peut être un lancer de balle, ça peut être une accélération sur 10 mètres, peu importe. Mais là, je vais booster mon système nerveux, quelques répétitions uniquement, 3, 4, 5, 6 répétitions en fonction de l'exercice, encore une fois, ça va dépendre. Et là, je dis à mon système nerveux, fou, ah ouais, là, t'es réveillé. 1 à 2 séries en général, ça débloque un truc. Là, vous venez de débloquer un palier. Quand vous commencez l'entraînement là, les gars, vous êtes chaud. Et ça change de simplement l'échauffement où tu arrives, tu fais ta montée en gamme, tu veux faire des développés couchés, bah, tu arrives, tu prends la barre à vide, bam, tu rajoutes 5-5. C'est bien ça. Mais les gars, c'est pas assez. Parce que vous n'avez pas fait toute la préparation qui est la plus efficiente possible, que vous soyez prêt à aller partout dans l'espace. Vous n'avez pas débloqué ce palier au niveau de votre système nerveux pour qu'il accède à ces intensités les plus élevées. C'est pour ça que ça décale toujours vos séries effectives de 1, 2 séries. Vous sentez que vous pouvez rajouter du poids au fur et à mesure des séries. Non, là, on est chaud. Là, carrément, je vous le dis, on n'a même pas besoin de faire une montée en gamme qui va être longue. Monter en gamme, on va le faire peut-être sur 1, 2 séries max. Ça va pas durer 10 séries. Pam, je le fais, pam, juste sentir, juste coordonner un peu le mouvement. Et pam, je peux partir. Et je vous le dis avec assez de confiance, quand vous faites cette préparation comme je l'enseigne, eh bien, vous pouvez même directement commencer. Directement commencer, le risque va être bas. Et il n'y a presque pas d'échauffement qui vous permet de faire ça. Okay, parce que vous n'avez pas, encore une fois, travaillé sur tous les aspects qui sont très importants. Donc, faites ça bien et croyez-moi, vous allez voir avoir énormément de gains. Et avec le temps, comme je l'ai dit, quand j'étais jeune, je pouvais m'en sortir avec mon échauffement. Mais si je l'avais inclus dans ma préparation, en fait, j'aurais eu de meilleurs résultats. Et c'est un des feedbacks que j'ai reçu avec beaucoup de participants qui sont venus à mon séminaire, des gens qui entraînent des athlètes qui disaient non, gars, dédicace à Kevin parce que sa préparation, c'est un game changer. Il y a des PR à chaque entraînement. Il y a des PR à chaque entraînement, les amis. Croyez-moi, c'est un fait. Ce que je vous dis ici, les gens en témoignent. Donc, passez du temps dans votre warm-up, votre échauffement, préparation, appelez ça comme vous le souhaitez, mais organisez-le comme je viens de vous le décrire dans les grandes lignes. Vous allez avoir énormément de résultats. Sinon, dans le sujet du jour, parlons des barres versus haltères. Alors, l'exemple le plus commun, c'est le développé couché. Qu'est-ce qui est mieux, les barres ou les haltères? Je vais vous dire un truc. Mon opinion sur le sujet a énormément évolué. Par le passé, les yeux fermés, je vous disais, les haltères, c'est mieux. C'est mieux parce que tu travailles sur la stabilité et puis au final, tu t'assures qu'un côté pousse pas plus que l'autre, etc. Et ces éléments sont toujours vrais. Okay, ils ont toujours été prouvés vrais. C'est vrai qu'il y a un élément de stabilité qui est intéressant. Ça nous permet de corriger certaines asymétries éventuellement. Je ne suis pas d'accord à 100% dans le sens où il y a d'autres aspects qu'il faut travailler éventuellement si vous avez des asymétries au niveau de votre pattern de poussée. Mais c'est un élément que l'on peut agencer, bien entendu, pour nous aider à aller dans la bonne direction. Donc ça, c'est vrai. Tout va être contexte dépendant pour répondre à la question, qu'est-ce qui est mieux? Il n'y a jamais de noir ou blanc, encore une fois. Ce n'est pas un truc ou l'autre truc, c'est un truc et l'autre truc. Donc moi, je vous dis, peu importe les éléments positifs ou négatifs de chaque outil ici, eh bien, on va utiliser les deux dans ma programmation. C'est toujours un fait. Maintenant,
parlons de la barre. Pour travailler avec la barre, ce que je trouve intéressant, c'est que d'un point de vue force, eh bien, on a besoin d'avoir un maximum de stabilité pour pouvoir générer un maximum de force. C'est comme ça que votre corps fonctionne. Si vous mettez sur une surface instable, votre corps va inhiber votre capacité à générer de grandes quantités de force. Eh bien, on veut lui offrir un maximum de stabilité. Et de ce point de vue-là, si on veut travailler sur notre force, la barre, c'est plus intéressant que les haltères. Maintenant, souvent, l'élément qui est très contradictoire, et c'est là où peut-être mon avis a changé au fil des années, eh bien, c'est que auparavant, je disais que les haltères, c'était plus intéressant pour ne pas tricher, en gros, pour ne pas tricher avec l'amplitude de mouvement. Et c'est là où ça a changé. Selon moi, la barre, pour la prise de masse musculaire et pour éviter de tricher, est plus intéressante que les haltères. Parce que figurez-vous qu'avec les haltères, ce qui va se passer, c'est que on va déjà souvent réduire l'amplitude de mouvement. Les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'au fur et à mesure que tu prends des poids plus lourds, l'haltère est plus épaisse. Et du coup, tu peux t'en sortir en descendant un peu moins. Parce que ça touche tes pecs, avant ça touchait mes pecs. Ouais, mais on n'est pas à la même... On a 5 cm de différence ici sur notre trajectoire au niveau des bras. Ça, c'est un élément. Donc, on a tendance à réduire l'amplitude de mouvement en rajoutant plus de poids avec les haltères. Alors qu'avec la barre, si tu ramènes la barre à ton torse, eh bien, tu sais, tu ramènes la barre à ton torse et au final, tu peux rien changer, tu peux pas tricher de ce point de vue-là. Barre à ton torse, là, tu as un bon stretch, à condition que tes épaules puissent le tolérer, bien entendu, c'est un autre sujet ici, mais au moins tu as un standard qui est toujours le même. Et c'est important d'avoir un bon standard qui est toujours le même pour pouvoir progresser, pour savoir si notre progression, notre application de la surcharge progressive est cohérente. Donc déjà de ce point de vue-là, haltère, souvent, le principe de surcharge progressive n'est pas appliqué parce qu'on n'utilise pas la même amplitude de mouvement, on descend un peu moins bas. L'autre élément également, en continuant sur cette lancée avec les haltères, le problème qu'on retrouve, c'est que on va changer l'angulation de nos coudes lorsqu'on utilise des haltères. Je m'explique. Lorsque vous descendez avec vos haltères, eh bien, normalement, pour biaiser au maximum le signal envoyé sur vos pectoraux, eh bien, on aimerait garder nos mains alignées avec nos coudes dans la descente. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que on va ramener nos mains un peu plus vers l'intérieur et à partir de là, on va pousser un peu plus avec nos triceps. Du coup, le ratio de force qui est généré entre les pecs, et les triceps et les épaules va changer. Alors, vous utilisez des poids qui sont plus lourds, oui, mais vous n'êtes pas en train de placer forcément plus de poids sur vos pectoraux parce que vous avez changé un peu le ratio de force qui est utilisé par, ou qui est exercé par chacun des muscles qui est inclus dans le mouvement. Donc vous voyez encore une fois, une façon de tricher où d'un point de vue externe, on utilise plus de charge, certes, mais à l'interne, on n'est pas en train de placer plus d'intensité sur les tissus que l'on cherchait à cibler, en l'occurrence ici, les pectoraux. Alors que pour la barre, ce qui est intéressant, c'est que tu vas placer tes mains sur la barre, tu vas utiliser tes marques, et à partir de là, tes mains ne vont pas bouger. Donc quand tu descends et tu remontes, on a la même trajectoire, ok? On ne bouge pas l'angulation au niveau de nos coudes, et quand je rajoute du poids, eh bien, j'ai toujours respecté les mêmes standards. Par conséquent, je sais que je rajoute plus de charge sur les tissus que je cherchais à cibler initialement. Donc là, de ce point de vue-là, la surcharge progressive est bien appliquée et là, on va construire du muscle de la meilleure des façons. Donc voilà les amis, qu'est-ce qu'il faut faire selon moi? On peut utiliser les deux, ça a des avantages, mais encore une fois, ne crachez pas sur la barre. Si vous avez la mobilité pour vous mettre dans ces positions-là, eh bien, la barre, c'est un très bon outil. Si vous ne maîtrisez pas tout, encore une fois, vous n'êtes pas très stable. Les haltères, c'est intéressant. Une fois que vous avez un niveau plus avancé, la barre, ça reste un très bel outil. Donc voilà, je voulais ramener un peu mes 2 cents là-dessus parce que c'est, encore une fois, la nouvelle mode de critiquer la barre olympique. Il y a des vérités, il y a des trucs qui sont pas complets et il y a des trucs qui sont à nuancer. Donc voilà tout pour l'épisode d'aujourd'hui les amis. N'oubliez pas de checker les inscriptions de mon programme mentorship et de profiter de l'offre qui dure uniquement 4 jours à la sortie de ce podcast jusqu'au 31 mars. Hybride physique et pieds et chevilles bulletproof. Nous on se voit, ça je pars très bientôt. Peace. C'était le K-Swiss Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.